Bonsoir, foule en délire. Bienvenue. Bienvenue, je parle pour des streamers imaginaires. On va avoir un moment assez atypique finalement, tous ensemble. Voilà. Alors pour ceux qui nous suivent très nombreux sur le stream, vous pouvez faire un gros plan sur cet écran. Voilà. Hop. J'ai presque envie de faire la blague de je dis bonjour à ma mère, tout ça, mais je vais éviter. Un constat assez simple à l'origine. Donc bonjour, je m'appelle David et je dirige une asso qui s'appelle J'accueille by Singa et on travaille sur l'accueil des personnes réfugiées chez l'habitant. Notre boulot, assez simplement, c'est de se dire que la seule différence entre un local et un nouvel arrivant, une différence systématique, c'est le capital social. C'est de se dire que il y a des blancs, des noirs, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, mais la seule chose qui différencie de façon systématique un local et un nouvel arrivant, c'est le déficit de réseau. Et donc on travaille l'accueil chez l'habitant en estimant que c'est le meilleur moyen pour la personne de comprendre les codes socioculturels de l'endroit où elle est, l'endroit où elle arrive. Et en septembre 2022, le président Macron fait le discours suivant en disant il faut se répartir la charge de l'accueil un peu partout sur le territoire. On est d'accord avec ce principe, mais on n'est pas d'accord avec le fait que c'est une charge. Et donc on a eu envie de créer un outil qui aurait pour particularité de monitorer l'ensemble des données pour lesquelles les personnes qui arrivent sur le territoire sont des opportunités plutôt que des charges. En gros, comment on fait pour travailler la connaissance du contexte démographique, économique, culturel en local et la connaissance des migrations pour avoir moins de choses qui se sont passées à Saint-Brévin et plus de choses comme ils se sont passées à Besançon. Premier constat, assez important, structurel, démographiquement parlant, des emplois en tension partout sur le territoire et notamment quand on sort des centres-villes aussi. Beaucoup d'emplois. Voilà, les différents métiers agricoles sont dans le top 10 des emplois en tension en France. Deuxième constat difficile, on a une crise du logement majeure dans les centres-villes et beaucoup de logements vacants qui donc coûtent aussi beaucoup d'argent aux contribuables parce que ça coûte plus cher le logement vacant dans les villes petites et moyennes. Et troisième élément, une difficulté pour encourager la mobilité interrégionale chez les personnes qui arrivent, qui disent je connais 2 copains du Soudan ou d'Afghanistan, ils sont tous les 2 à Paris, donc je ne veux pas bouger de Paris parce que je ne veux pas avoir ce deuxième déracinement. Et c'est pour répondre à ces 3 enjeux qu'on a monté un outil d'open data. Je vous en prie, approchez mesdames. Il y a un petit problème de connexion, donc on le regarde sur le petit écran. Voilà. Ah non, mais venez, c'est fait pour, vraiment, asseyez-vous. On a des feuilles grand format, petits carreaux avec des 4 couleurs pour l'interro écrite. Et donc le principe, c'est d'agréger les données dans un territoire donné qui vont permettre de considérer les personnes réfugiées qui arrivent comme une opportunité et pas comme une charge à se répartir. Pour ça, il y a 3 catégories de données. Des données qui ont trait au logement, où c'est qu'il y a des logements vacants, pourquoi, comment et combien de temps, où c'est qu'il y a des emplois en tension, dans quel secteur, pour quel métier. Et services publics, les déserts médicaux, est-ce qu'il y a combien de patients par infirmière libérale, il y a combien d'enfants par classe, déserts scolaires, etc. Est-ce que je peux vous demander de quelle ville vous venez ? Saint-Benoît. Saint-Benoît, commune de Poitiers. Pareil, ok, très bien. Et j'ai une deuxième question donc pour les 3 élus qui sont là. Je pense que vous connaissez peu ou prou le nombre de logements vacants dans votre commune. Oui, à peu près. Et après, la question, c'est est-ce que vous connaissez le nombre de logements vacants des communes voisines des vôtres ? Est-ce que vous avez cette idée-là ? À peu près. Vous sauriez dire combien il y a d'enfants par classe dans les 10 communes les plus proches des vôtres ? En faisant un effort ? Ok. Notre schéma de fonctionnement idéal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la politique d'accueil des personnes, elle est très largement centralisée. Elle est dictée par des considérations de place dans les centres d'hébergement et le ministre de l'Intérieur ou le ministre du Logement envoie des circulaires au préfet en disant il y a tant de personnes qui vont à tel endroit, débrouillez-vous. Le postulat qu'on a, c'est de se dire si une commune A possède suffisamment de données sur les besoins de ses voisines,
commune B, C, D, E, F, alors il est possible de construire une politique d'accueil pertinente d'un point de vue local. C'est-à-dire une politique qui ne va pas être pensée au niveau du ministère de l'Intérieur, mais plutôt pensée au niveau des collectivités. Et donc la question, c'est comment on crée le tissu de données qui vont permettre de fabriquer de l'intelligence en local. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va taper une ville. Donc sur le premier exemple, j'ai pris Brest, et après je vous montrerai l'outil en live que j'ai prévu de vous montrer aussi. On a des données assez classiques, population, couleur politique, une petite carte pour rappeler où c'est. Sur Brest, on n'a pas trop besoin, c'est assez facile. Là, j'ai pris Arles, par exemple. On a quelques données sur les centres d'hébergement qui existent dans la ville. Donc, le nombre de personnes qui vont devoir, par exemple, quitter un CADA dans les 9 mois, une fois la décision de l'OFPRA connue. Et ici, on a le nombre de personnes qui sont inscrites sur notre site, J'accueille, pour accueillir des personnes chez l'habitant. Et le nombre de personnes qui ont été utilisées pour le faire, 10. Donc ici, on voit qu'on a énormément de personnes qui sont loin des centres-villes, qui sont disponibles pour accueillir des personnes chez elles. Et donc la question, c'est sur ces 500 personnes dispo, il y en a 200 qui, au bout d'un an, vont se dire encore « Ok, je suis disponible ». Combien sont sur les transports en commun? Et combien habitent dans des communes où les élus vont dire « Moi, je suis d'accord pour organiser une politique d'accueil intelligente sur place ». Comment on fait? On regarde les professions des personnes sur place, on regarde par exemple le nombre moyen d'occupants par résidence principale, le nombre de logements sociaux, et on agrège tout un tas de données, la vacance du logement social, les projets de recrutement par métier, donc ça c'est l'enquête besoin de main-d'œuvre de France Travail. J'ai une entreprise sur mon territoire qui n'arrive pas à recruter, et donc ensuite les grandes associations qui accueillent les personnes réfugiées vont comparer les besoins de main-d'œuvre classiques avec les personnes qui sont chez elles. On regarde le nombre d'enfants par classe, et concrètement ensuite, comment ça marche? Donc on a dit, monsieur est à Quiberon. Donc on y va, Quiberon, Morbihan. Vous êtes élu ou agent administratif? Administratif, d'accord. Donc on a les premières informations sur Quiberon, Morbihan. On voit que chez nous, 247 personnes se sont inscrites pour accueillir chez l'habitant dans le département. Ça, c'est une version démo qui n'est pas encore en ligne. On aura, à partir de l'année prochaine, les bureaux du cœur, Caracol, voilà, et des tas d'autres associations qui vont permettre d'agréger ces chiffres pour avoir une carte un peu plus globale de l'engagement citoyen au bénéfice de l'accueil. On voit, sans surprise, qu'il n'y a pas de CADA à Quiberon, mais ça, on le savait, on n'avait pas besoin de l'outil. Et maintenant, on va regarder, par exemple, quelques données de population. J'imagine que vous connaissez la plupart, mais ce qui va nous intéresser, c'est de vous donner en un clic une vue sur vos voisins. Alors la connexion du salon, voilà, hop. Est-ce que c'est intéressant pour nous? Aujourd'hui, on n'est pas présent dans le Morbihan. On a fait quelques accueils de façon vraiment ponctuelle, mais on n'est pas encore développé dans le Morbihan. Est-ce qu'on va se développer dans le Morbihan? On va regarder par exemple le nombre d'occupants par habitation. Ça, c'est des remontées classiques qu'on fait sur sa déclaration d'impôt. Donc, avec la petite patience de la connexion de la porte de Versailles, normalement, ça vient. Et une fois qu'on a cette donnée du nombre d'habitants par habitation, 1,8, on va la comparer par exemple avec le nombre de pièces pour savoir en moyenne le nombre de chambres d'amis qu'on a sur un territoire. Et ça va nous donner la vitalité potentielle, évidemment, pour savoir s'il y a intérêt à fabriquer une politique d'accueil chez l'habitant, par exemple. Alors ça marche pour les personnes réfugiées, mais ça marche évidemment pour des tas de catégories de personnes vulnérables. 4,2. Donc en moyenne, on a 2,4 pièces de plus que d'habitants par habitation. Si on enlève le salon, on est à 1,4. Pour nous, c'est intéressant. À partir de 1,5, on commence à bien pouvoir travailler. Et ensuite, on va évidemment regarder les logements sociaux. Quelle est la part de logements sociaux vacants à Quiberon? Ça, on le fait remonter du ministère du Logement. On va regarder la part de logements vacants. Pourquoi? Parce que si on décide de faire accueillir des personnes réfugiées chez l'habitant, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont créer un réseau social. Elles vont commencer à s'intégrer et à se sentir chez elles. Si c'est pour les déménager dans une commune qui est à 60 km pour trouver le premier logement disponible, ce n'est pas très intéressant. Donc on va regarder la part de logements sociaux vacants. Sans surprise, elle est faible à Quiberon, très compliquée. Donc on va utiliser l'outil comparaison qu'on a développé. Et là, on va avoir toutes les communes les plus proches et on va avoir le taux de logements vacants dans toutes les communes voisines. Le département, il est grand. Donc au lieu de prendre le département, on va prendre juste l'interco, le PCI. Et là, on voit que
c'est peut-être à Eudic ou à la Trinité-sur-Mer qu'il faut aller travailler si jamais il y a moins de place. C'est une île de 50. Alors, ici on a le taux. Ici on a le taux, donc on va plutôt aller chercher le nombre. Et c'est ici qu'on va aller chercher le nombre de logements sociaux. Et là, sans surprise, évidemment, on revient sur des plus grandes villes, évidemment à proximité. C'est Lorient, tout à fait. Voilà. Et sinon, c'est Auray, où il y en a plus. Voilà. Donc là, on sait que si on veut construire un schéma de mobilité intéressant, on a peut-être pas mal de résidences secondaires en intermédiation locative. On a pas mal de gens qui veulent à Quiberon accueillir, aussi pourquoi pas dans les résidences secondaires. Et ça veut dire qu'il faut préparer un schéma de mobilité pour qu'une fois ces personnes accueillies à Quiberon, elles aillent plutôt, s'il faut chercher un logement social, du côté d'Auray. Et évidemment, pour savoir si c'est pertinent, on va cette fois-ci aller regarder les emplois. Donc on va sur la page emploi et on va regarder, pareil, des données qu'a priori vous connaissez plutôt bien sur votre territoire, mais on va aussi aller regarder les données des voisins pour savoir si, dans le bassin d'emploi voisin, là on va regarder par exemple dans les besoins en main-d'œuvre le nombre de postes à pourvoir. Donc ça, c'est les données qu'on va chercher chez nos amis de France Travail. Les données besoins. Alors il y a l'INSEE, le ministère du Logement, le ministère de l'Intérieur, France Travail, le ministère de l'Éducation nationale. Et ensuite, tout le challenge pour nous en termes de développement, c'est d'être capable d'intégrer des données que les collectivités créent elles-mêmes. Aujourd'hui, on intègre quasi exclusivement des données nationales, parce que ça nous permet d'avoir des données pour toutes les communes, mais on aimerait commencer à intégrer des données régionales. Ce qui fait que plus les collectivités participent à l'échelle régionale, plus il y a d'informations pertinentes pour construire la politique en local. Donc 65%, on est un peu au-dessus de la moyenne nationale sur les emplois en tension. Et ensuite, on va regarder les 10 principaux métiers qui recrutent à Quiberon. Serveur de café-resto, sans surprise, employé de l'hôtellerie, cuisinier, aide et apprenti de cuisine, employé de libre-service. C'est typique d'une industrie touristique, évidemment. Et voilà, caissier, vendeur en produits alimentaires et un peu d'ouvriers côté emballage et industrie agroalimentaire. Okay. Et enfin, on va aller regarder les équipements. Et on va voir, par exemple, une des données qu'on préfère regarder, nous, c'est le nombre d'enfants par classe, parce que ça nous dit aussi, corrélé aux courbes de population qu'on a sur le premier onglet, de transition démographique, dans combien d'années les écoles sont susceptibles de fermer. Et donc, si on regarde, par exemple, côté éducation, en nombre d'enfants par classe, on a l'habitude que la plateforme aille très vite parce qu'elle est assez bien conçue. Du coup, quand le Wi-Fi est un peu léger, voilà, on est à 22. Donc, on n'est pas si mal dans l'absolu. Et en revanche, quand on regarde le département, on voit qu'en dessous de Quiberon, il y a énormément de villes avec beaucoup moins d'enfants par classe, donc dont les écoles, concrètement, menacent assez vite de fermer. Bon, voilà, on est sur les îles, hein, sans surprise. Locmanqué, Saint-Pierre-Quiberon, Saint-Philibert, Plumergat. Et à Quiberon. Mais après, on peut retourner sur l'onglet population. Et là, on regarde les évolutions de population à Quiberon. Et donc, ça, c'était des données INSEE, pour le coup, qui sont assez visibles. Alors, par exemple, sur Quiberon, voilà, notre dernière mise à jour, c'est 2020. Donc, sur de la population, c'est bien parce qu'a priori, une personne, elle a un an de plus en un an. Donc c'est plutôt facile à comptabiliser. Donc même si la donnée date, ce qui est sur les déménagements, le problème, c'est pas tant sur la pyramide des âges. Et donc là, on regarde par exemple l'évolution. Donc vous voyez qu'entre 2009 et 2020, les gens entre 15 et 30 ans, les femmes entre 15 et 30 ans ont significativement baissé. Si on prend les hommes entre 60 et 74, significativement augmenté. Donc ça nous dit bien la réalité de la pyramide des âges. Donc on sait qu'a priori, on va avoir un problème scolaire quand même sous peu de temps. Et donc le schéma que vous voyez qu'on a envie de dessiner à court terme, c'est de se dire je suis un élu de la commune A et j'ai une école qui va fermer. J'appelle l'élu de la commune B parce que j'ai vu sur la plateforme que les entreprises de son territoire n'arrivaient pas à recruter. Et on appelle ensemble l'élu de la commune C en disant manifestement il y a des logements vacants sur ton territoire. Si on fait un schéma et qu'on accueille 3 familles, il y a 3 ou 6 personnes qui travaillent dans l'entreprise qui n'arrivent pas à recruter. Il y a 5 ou 6 enfants dans l'école qui pourraient ne pas fermer et 3 logements vacants qui aujourd'hui sont occupés. Et c'est le moyen de fabriquer une politique d'accueil qui est plus en phase avec le besoin du territoire plutôt que dictée par le ministère de l'Intérieur.
Alors c'est la question majeure, hein, absolument. Voilà. Si la mobilité des personnes qui arrivent en France était facile, on n'aurait sans doute même pas eu besoin de cet outil, parce que ça se ferait simplement. On essaye de travailler, nous, avec des associations pour faire des microcrédits, pour accompagner les gens à passer le permis, typiquement. Et sinon, effectivement, c'est aussi tout l'intérêt de l'accueil chez l'habitant. C'est que chez l'habitant, on fait de la solidarité. Donc on peut se permettre d'emmener de temps en temps en voiture, on accompagne pour les cours de conduite, on prête des vélos, on fait des choses qui sont beaucoup plus dures que dans les centres d'hébergement. Et c'est pour ça que c'est aussi parce qu'on est un programme d'accueil chez l'habitant qu'on a pu vouloir développer ça aussi. Donc c'est le problème majeur, hein, pour nous, la mobilité. Mais on sait aussi qu'on ne passera pas à côté de ce problème. C'est ça qu'on doit résoudre, parce que de toute façon, il y a besoin d'amener des gens là où il y a des emplois en tension et des écoles qui vont fermer. Et donc, je vous en prie, le modèle, nous, qu'on aimerait développer, si je reviens à ma petite présentation, c'est que, en fait, on a besoin de quelques groupes de collectivités qui vont se dire, nous, on est capable de mettre 5 collectivités voisines autour de la table pour se dire, est-ce qu'en travaillant dans cette logique et en mettant en commun des données, on est capable de construire une politique intelligente pour 5, 6, 7 familles, pas plus, à 5 communes. Et donc si ces communes, elles mettent 1 000 € chacune, en gros, nous, au bout de 20 fois 10 communes qui font ça, on est capable de financer une mise à jour systématique, en trimestre, en année. Donc l'idée, c'est d'avoir un modèle de développement très souple qui est validé par les communes et qui donc sont aussi capables de nous dire, moi oui, pour 1 000 €, je peux tout à fait rajouter telle donnée, que je connecte, etc. Et donc nous, on rentre les données et donc on crée un peu plus d'intelligence en la matière. L'idée de base étant de se dire qu'a priori, dans tel bassin d'emploi, on est mieux à même d'estimer les capacités d'accueil et les volontés d'accueil que depuis un bureau au ministère à Paris. On est une association loi 1901, on s'appelle J'accueille, et notre métier c'est d'accompagner l'accueil chez l'habitant des personnes réfugiées. Et donc ça veut dire que quand une commune fait contrat avec vous, ça veut dire qu'il doit payer chaque mois. Comment ça se passe Une commune, généralement, ça s'est beaucoup passé pendant la crise ukrainienne, une commune nous appelle en disant j'ai beaucoup de familles qui veulent accueillir et je ne sais pas comment les accompagner. Et donc, en fonction des besoins, c'est quelques centaines d'euros à quelques milliers pour des villes qui sont un petit peu plus grandes. Voilà, on vient et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les personnes accueillies et les personnes accueillantes à la cohabitation. Et toute la valeur ajoutée de notre travail, c'est de faire en sorte que les accueillants ne s'occupent de rien d'administratif, qu'ils partagent du réseau social, qu'ils aillent courir ensemble le dimanche matin. Dans l'idéal, si j'étais infirmier au Soudan, je suis accueilli de préférence par quelqu'un qui bosse dans le secteur médico-social. Si j'étais enseignant en Afghanistan, par quelqu'un qui bosse dans l'université de près ou de loin. Et donc, avec ce principe, on dédouane l'accueillant des démarches administratives, on facilite l'intégration dans l'emploi de la personne, et puis, si possible, si la personne est fan du PSG, on ne la matche pas avec quelqu'un qui est fan de l'OM. Voilà. Les réfugiés, ils ont aussi des secteurs, des endroits où ils préfèrent aller quand même aussi. Absolument. Le pari qu'on fait, nous, et qu'on a pu observer sur quelques cas, c'est que quand on propose accueil chez l'habitant, du logement vacant derrière et un emploi en même temps, c'est quelque chose qui emporte l'adhésion. La seule contrainte, c'est la mobilité. Si on arrive à gérer cette mobilité, alors il n'y a pas de problème. Parce que dans l'absolu, les gens veulent rester là où ils sont parce qu'au moins ils ont du réseau social. Donc si on couple à l'emploi un projet de dire pendant 1 an vous êtes chez l'habitant et ensuite vous avez votre propre logement, c'est un grand facilitateur de mobilité. C'est la continuité. Ouais. C'est ce qu'on avait fait avec l'Ukrainienne, c'est pareil en fait. Parce qu'elle a trouvé du boulot, son fils était. Et on lui a donné, on lui a prêté le logement de la commune à l'époque. Bon, c'est intéressant. Vous avez une petite carte? Parce que je suis obligé de partir en vrai.